Bonsoir à toutes et à tous. L'équipe Malétroit Cité d'Avenir 2020 est heureuse de vous accueillir en ce moment sur son site internet. Comme vous le savez, avec les mesures préfectorales, nous ne pouvons nous réunir en ce moment en public. C'est pourquoi nous avons décidé de vous rencontrer toutes et tous sur ce site. Pour les nouveaux habitants de Malétroit, je suis Bruno Giquelot, maire depuis 2014 et vice-président de l'Oust-Brocéliande Communauté depuis 3 ans, depuis sa création, en charge du numérique. La réunion va se dérouler de la manière suivante. Nous allons vous présenter les réalisations de l'équipe Malétroit Cité d'Avenir 2014. Et ensuite, chacun prendra la parole pour vous présenter aussi les projets de l'équipe pour du mandat à venir 2020-2026, si vous nous renouvelez votre confiance. Dedans, je vais demander à Carole de se présenter. Merci. Bonsoir, Carole Blanco-Hercelin. J'ai été élue en 2014 et nommée adjoint aux finances, à la jeunesse et au sport. Je suis également membre du syndicat du groupe scolaire public à Malétroit et conseiller communautaire donc, à l'OBC. Je suis particulièrement donc, à la commission finances. Durant ce mandat, j'ai créé donc, le poste d'animateur sportif qui a permis d'aider certaines associations en manque d'éducateurs à se développer. Et donc à ce jour, ces associations sont plus que satisfaites par les réalisations de notre éducateur. Également, nous pouvons voir la réalisation de la nouvelle salle de danse, qui était donc à la salle des Sources et beaucoup trop petite au vu de l'effectif grandissant de la géodanse. Et nous avons donc de ce fait créé une nouvelle salle de danse au complexe sportif. Également, j'ai participé au développement du monde associatif par les mesures incitatives et donc nous avons étoffé notre nombre d'associations. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Christian. Carole va reprendre la parole pour nous expliquer qu'elle a réussi à faire baisser la dette de la ville. Effectivement, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des associations parce que c'est le dynamisme de la ville, mais il y a une mesure phare aussi qui a été effectuée au cours du mandat, c'est la diminution de la dette, puisqu'on a diminué la dette de plus de 856 000 € depuis 2014. Voilà, sachant qu'elle avait triplé le mandat précédent, nous avons grâce à nos mesures naturelles, bien sûr, de désendettement, et tout en autofinançant nos investissements. Voilà, cette fois-ci, c'est pour Christian. Merci Carole. Donc moi, je suis Christian Guillemot, adjoint à l'économie et aux entreprises à Malétroit, ainsi que délégué communautaire à Oust-Brocéliande Communauté. Donc pour ce qui concerne ce rôle, en gros, il s'est agi de rendre Malétroit à nouveau attractive pour les entreprises. Donc on a commencé par la création d'une nurserie numérique qui a été créé au sein d'un bâtiment qui était à l'abandon depuis 4 ans, qu'on a remis en état, et là où on a pu installer un certain nombre de porteurs de projets, dont certains sont devenus des entreprises. Donc on peut aujourd'hui se féliciter d'avoir une bonne demi-douzaine d'entreprises qui ont été créées dans cette nurserie. Ce que ça a aussi eu comme impact, c'est le fait qu'on ait pu... du fait de la fibre qui était à la nurserie numérique, on a pu mettre le Wi-Fi gratuit dans l'ensemble, dans toute la ville de Malétroit, depuis les 2 places Keinec et place du Bouffet, ainsi que la digue, en gros le camping, le tourisme fluvial. Donc Malétroit est une des rares villes qui a le Wi-Fi sur l'ensemble de son territoire central. Ce que ça a fait aussi, c'est que ça a mis Malétroit vraiment sur la carte de l'écosystème digital breton, puisque lorsqu'on consulte la carte de l'écosystème pour 2020, en fait, on trouve la nurserie numérique, le grenier numérique, mais donc la nurserie numérique est bien à Malétroit. Du coup,
Malais 3 maintenant fait bien partie de l'écosystème. Donc voilà, donc, globalement, on a pu mettre Malais 3 sur la carte comme une ville, oui, certes très jolie, avec une architecture magnifique, mais aussi avec un dynamisme et un niveau de modernisme qui permet et qui attire en fait les entreprises dans la ville. Voilà. Je passe la parole à Bruno. Voilà. Je vais tout d'abord excuser Catherine qui est absente ce soir, Catherine Lelièvre, et qui est en charge, qui était en charge, et qui est toujours en charge du commerce, de l'artisanat et de l'embellissement de la ville. Donc quand nous avons été élus en 2014, le premier travail de Catherine avec ses collègues était de faire nettoyer les vitres dans Malais 3, les pas de porte vides qui avaient des vitrines qui étaient peintes soit en blanche ou qui avaient des nappes blanches sur leurs carreaux. Donc, ceci pour mettre à l'intérieur des vitrines des objets d'artisans, d'art ou d'artisans spécialisés dans la créativité. Donc, quelques temps après, nous avons constaté que des artisans se sont installés à Malais 3, et je laisserai tout à l'heure Marc vous en parler, puisqu'il a aussi beaucoup œuvré avec Catherine dans ce domaine de l'artisanat d'art. Et Catherine a aussi été en charge de l'embellissement de la ville, notamment les illuminations de Noël. Donc, vous avez pu constater depuis quelques années que le centre-ville, mais également les entrées de ville, se sont bien illuminées pour les fêtes de fin d'année. Alors voilà en ce qui concerne le travail de Catherine, qui a beaucoup aussi œuvré avec les commerçants artisans de Malais 3, tout au long de ce mandat 2014-2020. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de participer donc à cette réunion. Je m'appelle Jean-Paul Mbelembe et je vis depuis 30 ans à Malais 3, où j'exerce en tant que gériatre à la clinique des Augustines, où je suis chef des services de l'hôpital du jour, la consultation mémoire. Au cours de ce mandat où j'ai eu un grand plaisir, un grand bonheur de travailler avec une équipe formidable, Malais 3 Cité d'Avenir, à côté d'un maire tout aussi extraordinaire, j'ai eu comme projet à soutenir particulièrement la finalisation du dossier de la maison de santé et le projet de la restructuration de l'hôpital local. Ces derniers projets n'est pas très connu, certes, il n'en demeure pas moins très important, puisqu'il amenait un gros changement au niveau des activités de l'hôpital local, qui s'est transformé donc dorénavant en établissement de santé médico-sociale et avec une direction commune avec Vannes. Cela a été un très gros dossier, mené tambour battant avec l'efficacité qu'on connaît à Bruno Giquelot, notamment auprès de l'ARS. Le dossier suivant, c'était de terminer enfin cette maison de santé que les Malaistroyens attendaient depuis tant d'années. C'est d'autant plus qu'on a assisté progressivement à la chute de la démographie médicale à Malais 3 qu'on a connue avec 5 médecins et qui a fini finalement avec une crise qu'on a tous connue, avec 2 médecins. Et heureusement que nous avons eu le recours de médecins retraités qui, au pied levé, ont accepté de venir nous aider et je leur dis chapeau bas. L'autre dossier, donc, je vous le disais, ça a été donc de terminer ce dossier de maison de santé où il a fallu reprendre quasiment tout à zéro puisque le projet médical n'était même pas signé. Il avait été signé finalement en juin 2014 et il a fallu terminer tout le montage financier. Alors l'immobilier, certes, c'est bien, mais aussi il a fallu faire venir de médecins. À ce titre, c'est là que je salue aussi l'unité de l'équipe puisque avec l'aide de Yanis, on a pu monter un petit film qu'on a présenté aux généralistes d'éthique à la faculté de médecine de Rennes
c'est qu'il nous a permis de faire venir un couple de médecins que vous connaissez bien, le docteur Lazor et son épouse, et finalement Emma Beglan. Donc j'ai été très fier de ce projet, et donc j'espère que si vous nous renouvelez notre confiance, on aura d'autres projets à continuer, que je vous expliquerai un peu plus tard. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à moi-même. Toujours moi-même, c'est-à-dire que je vous présente Jean Brooke, notre Anglaise, qui n'a pas pu rester dans l'équipe 2020, puisque avec le Brexit, Jean a beaucoup œuvré avec Agnès dans les petites cités de caractère de Bretagne, puisqu'elle était déléguée. Les canaux de Bretagne, ce qu'on appelle aujourd'hui escale fluviale de Bretagne. Elle est toujours présidente du syndicat d'initiative qui a changé rapidement de nom, qui est devenu Malétroit Initiative. Et elle a aussi œuvré sur l'animation et le tout premier le rassemblement des camping-caristes à Malétroit. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à notre adjoint à la culture, tourisme, à la culture et au rayonnement de Malétroit. Merci Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Yanis Lebrun. Je suis en charge encore actuellement de la culture, de la communication et du rayonnement. Je ne vais pas pouvoir vous raconter là tout de suite tout ce qu'on a fait au niveau de la culture culturelle et au niveau de la communication durant ce mandat. Cependant, je peux dire quand même qu'on s'est attaché à faire rayonner le passe-temps, à le réorganiser, ça a été un très gros travail, et à faire de ce lieu culturel un lieu un peu emblématique de la ville de Malétroit. On a beaucoup travaillé avec les équipes, parce qu'au départ c'était une médiathèque, on a hérité d'un très beau bâtiment avec une médiathèque à l'intérieur, on en a fait un centre culturel à part entière, avec une programmation annuelle qui est extrêmement riche. Voilà. Au niveau de la communication, eh bien en fait, on fait un travail transversal avec tous mes collègues, parce que tous les dossiers nécessitent qu'on communique dessus, qu'on fasse vivre en fait l'image de Malétroit, qu'on la diffuse sur les réseaux. On a mis Malétroit sur les réseaux sociaux dès 2014, avec mon collègue Christian Guillemot notamment. On a créé des sites internet, on les a également renouvelés, donc ça participe, tout ça participe au rayonnement, mais aussi à l'attractivité de la ville de Malétroit. Alors juste parce que Yanis ne l'a sans doute pas inventé, Yanis, vous voyez sur la photo, est vraiment l'acteur, alors il n'est pas le seul, on voit sur la photo qu'il n'est pas le seul, mais il est l'acteur de la modernisation de l'image de la ville de Malétroit, et notamment de tout ce qui a été le design de la nurserie numérique, et d'ailleurs des greniers numériques de Lagacilly et de Guerre, la nurserie numérique de Carentoire, et on a vraiment à Malétroit gagné en image, et grâce au talent de Yanis en termes de design, puisque les logos de la nurserie, de Malétroit Cité d'Avenir, beaucoup de logos de la ville de Malétroit en fait ont été designés, réalisés par Yanis. Merci Christian. Merci à tous les deux. Maintenant, c'est à toi, Vincent. Ah non, c'est à Daniel. Daniel, oui. Daniel qui a fait partie et qui fait toujours partie de notre équipe jusqu'aux prochaines élections. Donc Daniel Gru, qui a beaucoup œuvré dans les commissions avec Carole, notamment, qui a beaucoup travaillé autour du sport. Hein? Je vais passer la parole à Alain Brogard, qui est élu délégué aux travaux. Merci Bruno. Donc Alain Brogard, conseiller délégué aux travaux, l'urbanisme et aux services techniques. Donc, durant le mandat qui va s'achever le 15 mars prochain, nous avons fait un certain nombre de réalisations, et je vais vous en citer quelques-unes. Alors, déjà, il y a l'éclairage du chemin du halage. Donc, c'est l'éclairage qui part de la passerelle OUEX
pour aller jusqu'à l'aire de camping-car. C'est ce qui permet aussi donc, pour tous nos touristes de se promener très tranquillement le long du canal le soir. Nous avons aussi la réfection de la rue de Lavennais. Nous avons pu faire cette voirie dès l'instant où les réseaux de sous-sol, c'est-à-dire l'assainissement et l'eau potable, étaient donc en parfait état en dessous. Voilà. Ensuite, la voirie aussi du lotissement Tagar, puisque là, il y avait un lotissement et à l'issue de la vente des 5 lots, nous avons donc pu terminer l'ensemble de la voirie. Et aujourd'hui, c'est une voirie qui est parfaitement propre et un lotissement qui est donc terminé. Ensuite, sur la place Keinec, donc en place centre-ville, nous avons aussi installé des bornes polyvoitures électriques. On peut se rendre compte qu'aujourd'hui, justement, elles sont très très utilisées tous les jours. Il y a des voitures qui peuvent donc faire leur recharge et pendant les recharges aller visiter notre ville, le centre-ville. Voilà. La réfection de l'église, qui était donc prévue en 3 tranches. Actuellement, nous sommes à la 2e tranche. Et donc les travaux sont en cours. Le parking des camping-cars, ce qui aujourd'hui nous permet d'accueillir environ 150 à 200 camping-cars quasiment pendant 2 mois, tous les jours. Et il est régulièrement plein aussi les grands week-ends prolongés tels que la Pentecôte ou voilà, tous ces grands week-ends. Voilà. La salle des fêtes aussi, c'est donc qui n'était donc plus tout à fait aux normes. Elle a été remise aux normes aussi, donc tout le circuit électrique et aussi le désenfumage en fait par la toiture. Ensuite, ce qu'on a pu faire aussi, avec des travaux en régie, on a donc la salle de Nominoi, qui est actuellement la salle du conseil et des mariages. Donc c'était une salle qui était donc prévue à la destruction, qui a donc été entièrement refaite par nos services. Aujourd'hui, donc c'est une salle qui est très très fonctionnelle et très agréable aussi à utiliser. La remise aux normes du local des canoës, ce qui est pareil, ça a été aussi refait par les agents du service technique. Donc c'est pareil, on y a passé du temps, mais maintenant ce sont des travaux de qualité et le local est donc très très agréable aussi. On a aussi donc le chemin de la vieille rivière. C'est un chemin qui part de l'écluse pour aller qui longe la vieille rivière sur 2 km. Ce chemin-là, durant les beaux jours, est très fréquenté aussi. C'est des centaines de promeneurs qui l'empruntent chaque jour durant les beaux jours. La déco de Noël, c'est pareil. C'est fait aussi par nos services techniques. Il faut savoir que la déco de Noël était au moins multipliée par 3. Donc, avec le service technique, donc on installe tout ça durant 3 semaines environ. C'est 3 semaines de travail environ pour toute l'installation. Il y a aussi donc les tâches quotidiennes durant la saison, et là je pense surtout au désherbage, qui dès l'instant où on n'a plus le droit d'utiliser les produits phytosanitaires, c'était donc un travail qui était fait manuellement et donc assez compliqué à faire. Depuis cette année, on a donc fait l'acquisition d'une désherbeuse thermique avec une brosse rotative, ce qui améliore donc considérablement notre travail et facilite grandement aussi la tâche. Voilà, et donc moi je terminerai quand même en félicitant donc, le service technique, puisque c'est par eux en fait que tout le travail que j'ai pu vous citer est fait, donc voilà. Donc je les félicite chaleureusement. Merci beaucoup Alain. Alors Alain vous a donné un petit aperçu des travaux, parce que tout cela et des investissements ont été autofinancés par la ville, par les budgets, et
c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail de réaliser depuis 2014 en autofinancement et avec nos services techniques en régie. Merci Alain. Maintenant, autour de Michel. Bonsoir Michel. à tous. Donc, lors de ce mandat, j'ai surtout en charge le CCAS, la Vallée 3, à savoir la résidence autonomie, le SAD, et le CCAS en lui-même avec des travaux particuliers au niveau de la banque alimentaire, avec différentes choses qu'assurent vraiment mes collègues. Moi, je me suis surtout chargée au niveau de la résidence qui venait d'être faite en 2014. Je me suis chargée d'amener de plus en plus d'animation au niveau de nos résidents et surtout ouvrir la résidence à l'extérieur, notamment au niveau du forfait autonomie. Donc on propose énormément d'activités, vraiment plus diverses les unes que les autres, de manière à atteindre le maximum de public, et notamment les personnes de mal étroit à partir de 60 ans. Donc j'ai été aussi très, très heureuse de pouvoir participer à l'élaboration de notre réserve communale de sécurité, qui n'a plus rien à prouver à personne parce que son efficacité légendaire a encore été reconnue tout à fait récemment lors des inondations. Donc j'ai aussi, au tout début de notre mandat en 2015, fait venir un chantier international pour construire des chalets, et ces chalets nous servent tout au long de l'année. Dans toutes les manifestations que l'on a, il y a les chalets de Concordia, et notamment aussi pour nos manifestations de Noël, avec tout ce que ça concerne. Et vraiment, ce sont de beaux chalets, une belle réalisation. Autrement, ce qui m'apporte aussi beaucoup lors de ce mandat, c'est la démocratie participative. C'est vrai que nous avons organisé tout au long de ces 6 années, et tout à fait régulièrement, nos 6 réunions de quartier. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'avoir une rencontre avec la population de Malétroit, ce qui nous semble très important, d'être toujours à l'écoute et à l'échelle des gens de Malétroit. Et pour ça, je veux remercier également nos référents de quartier qui sont vraiment très présents. Merci à tous. Merci Michel. Marc Kervish. Merci Bruno, bonsoir à tous. Donc Marc Kervish, membre du syndicat du VOSA, compétences assainissement, et en charge du développement économique de Malétroit, notamment l'artisanat. J'ai commencé par organiser les GEMA, Journée européenne des métiers d'art, qui est une manifestation qui met en valeur l'artisanat d'art, qui permet aux artisans d'art de sortir de leurs ateliers, de montrer leur création, d'échanger, de partager, faire découvrir leur métier. Ensuite est arrivé donc le Festival des artisans d'art qui a lieu tous les ans sur la Digue, voilà, qui regroupe une 40aine d'exposants. Et ensuite donc la nurserie numérique des artisans créateurs, donc qui est un concept où on met à disposition un local commercial qui permet à des artisans, des créateurs, des artistes aussi de s'installer à Malétroit, donc soit pour démarrer une activité, ou alors s'ils ont une activité en cours, ça leur permet aussi d'avoir un local commercial. Tout ce travail a permis donc de se faire installer à l'année 5 artisans d'art, voilà, et donc nous allons continuer dans ce sens-là pour continuer à remplir les pas de porte qui se perdent, et du coup c'est de plus en plus difficile parce qu'en fait nous avons de moins en moins de place. Voilà. Voilà. Merci Marc, et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de pas de porte vides grâce à toutes vos actions entre toi et Catherine. Merci. Maintenant, merci Marc. Je vais passer la parole à Agnès. Agnès Abar. Bonsoir à tous, merci Bruno. Eh bien, pendant ce mandat, j'ai œuvré énormément au CCAS, Banque Alimentaire et autres. J'ai participé avec Jean à la commission des petites cités de caractère, ce qui nous a fait beaucoup voyager et qui nous a surtout permis de connaître de très très belles villes. Sachez que Malétroit aussi est une très très belle ville. Elle est bientôt, nous avons eu notre commission et le résultat sera dans 1 mois et demi. Mais de toute façon, Malétroit fleurit par sa modernité au niveau des sites.
cité de caractère. Donc nous en sommes très fiers et très heureuses. Jean et moi sommes contents d'apporter à notre ville, d'avoir apporté à notre ville ce privilège. Et partout, nous avons clamé notre bon vivre à Malétroit, notre cité de caractère. Merci. Merci Agnès, et c'est vrai que tu as raison de le souligner, nous avons eu l'honneur et le privilège de recevoir très récemment les membres du jury des cités de caractère, et ils nous ont précisé que Malétroit devenait certainement une ville pilote au niveau national des cités de caractère pour sa ville moderne, au niveau du Wi-Fi, au niveau des start-up dans les nurseries numériques, et ça, on allie très bien le patrimoine et la modernité, et c'est aujourd'hui le cheval de bataille des petites cités de caractère de France. Alors, je vais demander à Jean-Marc, à son tour, de venir présenter tout ce qu'il a fait. Bonjour à toutes et à tous, donc Jean-Marc Coutin. Donc, je me suis investi dans les commissions finances, travaux, urbanisme, et tout ce qui concerne aussi l'environnement. Donc également au niveau de la communauté de communes, donc pour l'assainissement en non collectif, et puis les déchets, les ordures ménagères. Donc je fais partie également du syndicat du Vosa, Vallon d'Oust, donc syndicat d'assainissement, dont je suis le vice-président. Donc les travaux qui ont été faits par le Vosa dans le mandat représentent 9 millions d'euros de travaux. Donc c'est un budget relativement conséquent. Donc nous avons réalisé la restructuration de la station d'épuration à la Feuillardet en Missiriac. Sur Malétroit, donc nous avons restructuré donc nos réseaux entre les rives droite et rives gauche du canal, donc avec création de 2 postes de refoulement, donc un du côté de Roussadou et un autre du côté de Narvik. Donc nous avons également fait de la réhabilitation de réseau, et nous avons également fait aussi de l'extension de réseau. Donc pour Malétroit, c'était le bois Pivet. Donc nous avons fait aussi un diagnostic complet de tous nos réseaux qui a permis aussi d'identifier donc les secteurs qui nous posent problème. Donc sur Malétroit, on a 4 secteurs pour lesquels on va faire des travaux, donc en priorité sur les 3-4 ans à venir. Donc les problèmes que l'on rencontre, c'est des eaux parasites, donc des eaux qui ne devraient pas rentrer dans les réseaux. Donc c'est des infiltrations d'eau pluviale, ou ça peut être aussi des gouttières qui sont mal raccordées, puisqu'ils ne devraient pas être raccordés à l'assainissement. Voilà. Merci Jean-Marc. Maintenant, je vais passer la parole à Yvette. Yvette L'Hôpitalier. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Yvette, bien sûr. Donc, moi, durant ces 6 années, donc j'ai œuvré pour la Banque Alimentaire, donc avec Odile et Agnès. Nous avons fait un trio. J'ai fait partie aussi de la commission jeunesse et sport, des transports scolaires. Et donc je fais partie de pas mal d'associations comme la JMR, l'association Jumelage Malétroit-Ramalès, la FNAP, dans la Fédération des handicapés de la vie, par maladie ou accident. Et ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Autrement, tout d'abord, moi je remercie énormément toute l'équipe. On a travaillé durement pendant ces 6 années, main dans la main, se concertant dans les réunions, dans les commissions. Et je trouve qu'on a bien avancé. Et si vous nous renouvelez votre confiance, je pense qu'on ira encore de l'avant et on va travailler. Merci. Merci Yvette. Maintenant, autour de Vincent Poissel. Bonsoir, Vincent Poissel. Je suis en charge du tourisme à Malétroit. Je suis membre également de la commission culture-tourisme au sein de l'OBC et je me suis chargé de la gestion du camping jusqu'à sa cession. Donc lorsque nous sommes arrivés à Malétroit en 2014, nous avons constaté effectivement que la capacité d'accueil nocturne de Malétroit était réduite
au regard des ambitions que nous avions en termes de développement touristique. Donc effectivement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble. L'idée a été d'embellir Malais 3 dans un premier temps, donc avec toutes ces vitrines auxquelles nous avons redonné vitalité. Ensuite, l'idée a été d'accueillir, de travailler l'accueil pour les camping-caristes, qui était en fait une source de flux important de touristes qui restaient plus longtemps à Malais 3 et donc qui permettaient d'avoir également des retombées économiques. Alors, c'est vrai que Malais 3 dispose d'un certain nombre d'atouts. Elle a des infrastructures qui lui permettent de recevoir de grands événements, comme au Pont du Roc, les vendredis du Canal, un dimanche au Canal, les mardis de Saint-Gilles, le pardon des camping-cars, la Madone des motards, la fête de la digue, et pour ne citer que cela. Donc, en fait, tous ces événements et toute cette dynamique d'accueil qui a été développée ont permis ainsi d'accroître les flux de nos visiteurs et également l'installation d'un certain nombre de commerces et artisans. Et donc toute cette dynamique permet en fait de contribuer à l'essor de Malais 3 telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà, bonne soirée. Merci Vincent. Je vais passer la parole à Odile. Odile Auger, vas-y Odile. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis Odile Auger. Voilà, j'ai été donc élue en 2014 et j'ai jamais regretté parce que j'ai connu des gens formidables et une très belle expérience. Alors pendant ces 6 années, j'étais donc au CCAS avec mes copines, avec, enfin dans les marchés de la nature, la banque alimentaire également. Alors juste pour information, la banque alimentaire c'est tous les mois, sauf le mois d'août. La collecte se fait fin octobre. Cette année, on a dû récolter autour de 3,5 tonnes. Heureusement qu'on a de l'aide, c'est-à-dire les gars d'AFN qui viennent nous donner un bon coup de main. Autrement, on a eu aussi les marchés de Noël avec une bonne quarantaine d'exposants. Et franchement, c'était super. Jean était très content. Voilà, puis autrement, oui, bah, dans le marché de la nature, avec la Gacilly aussi, avec lesquels on s'entend super bien. Et puis les marchés de Malais 3 avec Yvette. Voilà. Merci Odile. Maintenant, je vais passer la parole à Ronan. Ronan Chetard. Vas-y Ronan. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Ronan Chetard, j'ai fait partie de Malais 3 Cité d'Avenir 2014, donc il y a 6 ans. Je n'ai pas eu la chance de faire partie du conseil municipal, mais j'ai toujours gardé des liens forts avec l'équipe. Je vous rappelle qu'on est quand même 17 sur 19 à repartir pour cette nouvelle mandature. Voilà, donc je suis quand même trésorier en fait de l'association l'ADEME, l'association pour le développement économique de Malais 3, donc présidée par Christian Guillemot. Donc cette association a permis eh bien, de voir naître la nurserie numérique, donc ce qui a été une aventure extraordinaire pour moi. Ça m'a permis de découvrir le monde du numérique, des startups, et puis aussi de faire venir des gens connus sur Malais 3. C'est vrai que la nurserie a fait des émules, donc d'un point de vue local, mais aussi au niveau national, où beaucoup de gens sont venus voir et découvrir cette pépinière de start-up, on va dire. Voilà, donc moi je renouvelle de nouveau ma confiance dans cette équipe que je considère moderne, dynamique et responsable. Donc voilà, donc je vous invite à de nouveau revenir voter et puis nous permettre de continuer cette aventure pour cette ville qui est très accueillante et très dynamique. Voilà, merci beaucoup. Merci Ronan. Je vais maintenant passer la parole à Viviane Carvazo. Vas-y Viviane.
Bonjour à toutes et à tous, Viviane Carvazo. Alors pareillement, comme Renan, j'ai aussi fait partie de l'équipe Malais 3 Cité d'Avenir 2014 et je n'ai fait partie aussi du groupe qui n'avait pas été élu. Mais comme j'ai vu le travail fait par cette équipe et qu'on a gardé tout le temps des contacts, je suivais le travail qu'ils faisaient et je le voyais, on l'a vu sur Malais 3. J'avais des retours aussi par les amis qui venaient de l'extérieur, donc il y a eu un beau travail de fait. Donc voilà pourquoi je m'engage à nouveau pour cette nouvelle élection pour Malais 3 Cité d'Avenir 2020. Merci. Merci Viviane, et maintenant je vais passer la parole à Philippe. Philippe Plantard. Hop, ne tombe pas Philippe. Vas-y. Bonsoir à tous, donc Philippe Plantard, effectivement, donc, comme Ronan et Viviane, j'étais de l'équipe 2014, nous avons gardé d'excellents contacts bien sûr et avons été régulièrement associés à un certain nombre de choses, et j'ai donc accepté également d'être trésorier de Malais 3 Initiative, présidée donc par Jean Brook. C'est une association qui a pour objet de faciliter en fait l'émergence de toutes les initiatives dans le domaine culturel, sportif, et puis également de mettre en œuvre un certain nombre d'animations comme l'été sur la digue, comme les marchés de Noël, comme le lancement du pardon des camping-cars. En matière de développement sportif, il y a eu l'accompagnement d'une section de baby gym, de judo, il y a un atelier sculpture, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Donc j'en assure effectivement les comptes. Voilà, et puis je suis ravi effectivement aussi de repartir avec cette équipe dynamique, aux compétences variées et soucieuses de l'efficacité de leur gestion, et également pleine de bienveillance pour les administrés. Voilà, donc merci de votre confiance. Merci Philippe, et je tiens à nouveau à remercier toute l'équipe pour tout, pour ce travail qui a été accompli ensemble durant ces 6 dernières années. Vous savez, c'est important pour un maire d'avoir une équipe solide, compétente et sympathique, parce que cette équipe allie le tout, et c'est très important, ça donne une force terrible pour aller défendre les dossiers. C'est une équipe soudée. Alors je tiens à vous remercier, parce que chaque personne ici a apporté sa pierre à l'édifice pour créer cette belle pyramide et cette belle tonicité de l'équipe Malais 3 Cité d'Avenir. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Béatrice Cholet d'Amour, qui intègre la liste Malais 3 Cité d'Avenir 2020. C'est notre nouvelle. Voilà, oui, je vais intégrer cette équipe oui, dynamique, très accueillante, vraiment et pleine de compétences. Donc moi, je m'appelle Béatrice Cholet d'Amour, je suis mariée, j'ai 2 grands garçons et 2 petites filles. Je suis jardinière chez les particuliers. Je suis à Malais 3 depuis 2 ans et demi. Et donc, j'ai eu la chance que monsieur le maire me demande de venir. Et donc, je suis très heureuse de pouvoir me rendre utile ces 6 années prochaines auprès de la population de Malais 3, qui m'a si bien accueillie. Et voilà, je me sens tellement bien à Malais 3 que j'ai envie de me rendre utile. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Maintenant, je vais passer la parole à Sylvie Guillaume. Bonsoir à tous, donc Sylvie Guillaume. Je suis très contente en fait que l'équipe Malais 3 Cité d'Avenir ait pensé à moi. Il m'ait fait confiance. Ils sont dynamiques, efficaces. Je suis très impressionnée par le travail qu'ils ont pu effectuer, divers et variés. Pour une belle ville comme Malais 3, je trouve qu'ils ont su allier en fait modernisme et architecture, en fait, petite cité de caractère avec le modernisme. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Voilà. Donc j'espère que si vous nous accordez à nouveau votre confiance, on pourra aller plus loin pour Malais 3 encore. Merci.
Merci Sylvie. Maintenant, nous allons continuer cette réunion. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes devant notre site internet. Et je vais maintenant passer la parole à Philippe Plantard, qui va vous présenter le contexte financier avec lequel nous avons dû composer tout au long de ce mandat 2014-2020. Vas-y Philippe, je te laisse la parole. Merci Bruno. Donc effectivement, alors merci, je tiens aussi à remercier au passage Carole, adjointe aux finances, qui est plus experte que moi en matière de comptabilité publique, mais d'avoir accepté de me laisser présenter effectivement ce sujet dont chacun sait qu'il me tient particulièrement à cœur. Alors effectivement, je vais m'attacher à vous présenter le contexte financier qui s'est imposé durant le mandat qui s'achève et qui va s'imposer pour le mandat à venir, quelle que soit l'équipe élue. Notre volonté est d'éclairer les électeurs avec ces éléments qui sont à mon avis les seuls qui permettent d'apprécier justement aussi bien le travail réalisé que la crédibilité des projets proposés. Aucun jugement dans ma présentation, simplement des chiffres non contestables recueillis aussi bien auprès des sources statistiques officielles, de sites spécialisés comme le Journal du Net, de Carole, du directeur général des services. Merci à Bruno et à toute l'équipe d'avoir fait le choix courageux, dès 2014 et à nouveau en 2020, du langage de la vérité en matière de finances publiques. Alors je vais passer rapidement, puisque le temps m'est compté, sur effectivement une première diapo, je dirais, qui vous situe un petit peu la situation de la France en général en termes de dépenses publiques. Vous voyez qu'effectivement, donc la France, c'est 56,5% du produit intérieur brut contre 43,9% en Allemagne. Donc vous imaginez ce que ça engendre en termes de compétitivité des entreprises. Voilà, donc simplement une préoccupation générale qui est effectivement la diminution de la dette publique pour deux raisons majeures. La première, c'est d'équilibrer ses finances et d'arrêter de surendetter nos enfants et nos petits-enfants. Et la seconde, c'est justement de diminuer la pression fiscale sur nos entreprises qui sont en concurrence frontale au sein de la zone euro, puisqu'effectivement, on ne peut plus recourir à la solution de facilité qui était la dévaluation avant la création de l'euro. Voilà, maintenant revenons à Malais 3, et tout d'abord à la situation, à la prise du mandat. Donc le constat qui s'est imposé, effectivement, c'est que Malais 3 est lourdement endetté. Alors entendons-nous bien, l'objet de mon propos est simplement de faire des constats. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail des équipes précédentes, dont nous savons tous qu'elles ont voulu bien faire, mais peut-être ont-elles trop fait, sans avoir évalué correctement les conséquences des choix financiers qui ont été opérés. Et de fait, si on regarde les emplois d'investissement par habitant de Malais 3 depuis 2000, comme vous les voyez à l'écran, il me semble raisonnable de penser que la commune a sous-investi jusqu'en 2006, qu'elle a ensuite surinvesti, hypothéquant ainsi sa capacité à poursuivre les investissements. Voilà, ces courbes vous donnent un petit peu les éléments. Ce qui est important maintenant, c'est de poser les chiffres en toute objectivité pour préciser le cadre financier qui nous contraint tous aujourd'hui et nous contraindra tous demain, quelle que soit l'équipe aux commandes. Donc la dette donc, de Malais 3, l'endettement, alors à la fois à travers effectivement cette courbe sur laquelle vous voyez effectivement le point bas à 1 11 054 € en 2004 et le point haut à 4 421 000 en 2013. Alors, si on regarde l'endettement un petit peu plus en détail, avec le montant du capital restant dû au 31 décembre de chaque année pour le seul budget principal, bon, vous voyez que les chiffres sont sans appel, puisque la commune a pratiquement quadruplé son endettement entre 2007 et 2013, de 1 161 454 à 4 410 875. Alors cette situation a conduit l'équipe actuelle à ne souscrire aucun nouvel emprunt durant son mandat, ce qui a permis de diminuer le montant des capitaux restants dus de plus de 800 000 €, même si le montant restant dû reste encore à fin 2019 à 3 601 233 €. Si on regarde cet endettement sous le prisme de la dette par habitant, je dirais effectivement on retrouve forcément un petit peu
la même illustration, hein, avec donc un point bas en 2004 à 395 € pour Malais 3, alors que la moyenne de la strate, c'est-à-dire des communes de 2000 à 3500 habitants, était de 686 €, donc on était bien en dessous, et 826 € en moyenne nationale, hein, donc pour 2004. En 2013, le point haut à 1708 € pour Malais 3, contre 746 € en moyenne de la strate, et 943 € pardon, en moyenne nationale. Si on prend là encore les choses avec un peu plus de détails, vous voyez effectivement que la dette par habitant était inférieure à la moyenne de la strate des communes à 85% en 2008, voilà, et qu'elle est au-delà du double de la strate, donc à 234% en 2013, et que nous en sommes encore à 205% 6 ans plus tard, sans avoir pour autant souscrit de nouvel emprunt. Hein, donc aucun nouvel emprunt durant le mandat qui s'achève. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment Malais 3 a-t-elle pu en arriver là? Il y a effectivement, je pense que vous allez mieux le comprendre dans quelques minutes avec d'autres diapositives. Juste auparavant, quelques diapositives, je dirais, extraites d'un document réalisé par M. Bruno Tréguet, mis à la disposition de l'ensemble des listes, M. Tréguet qui était directeur régional de l'INSEE. Donc une diapositive assez générale, effectivement, avec un certain nombre d'indicateurs, hein, avec la source, donc Direction Générale des Finances Publiques. Donc on voit effectivement que en charge de fonctionnement, Malais 3 par rapport donc à la moyenne de la strate, on est légèrement au-dessus, les dépenses de personnel également, mais sans qu'il y ait quoi que ce soit je dirais, de significatif, et des produits de fonctionnement qui sont également supérieurs. Donc je dirais les choses sont correctes. Par contre, on voit bien effectivement que les impôts locaux sont sensiblement plus importants à Malais 3. La dotation globale de fonctionnement, donc les dotations de l'État, là aussi légèrement plus que la moyenne de la strate. Les dépenses d'équipement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, comme il y a eu un surinvestissement aujourd'hui, la commune est un peu condamnée à de nouveau moins investir. Et là, par contre, on arrive effectivement aux chiffres les plus intéressants. Donc l'encours de la dette, hein, au 31 décembre par habitant, donc, qui est effectivement plus du double de la moyenne de la strate, comme on l'a vu tout à l'heure. L'annuité de la dette par habitant, effectivement, qui n'est pas beaucoup plus élevée, mais je vais y revenir ensuite. La capacité d'autofinancement, effectivement, qui est moins élevée. Le taux d'endettement qui est préoccupant, hein, puisque vous voyez que là, effectivement, c'est la dette sur les produits de fonctionnement, on est à 149% pour Malais 3 contre 77% pour la moyenne de la strate, et une capacité de désendettement de 10,4 années contre 4,1 années pour la moyenne de la strate, et ça, ce serait dans l'hypothèse où Malais 3 consacrerait la totalité de sa capacité d'autofinancement, donc l'excédent des produits de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement, au remboursement du capital de la dette. Et effectivement, on voit là un indicateur également particulièrement préoccupant, c'est le poids des intérêts dans les dettes, donc c'est les charges financières rapportées aux charges financières et au remboursement d'emprunt, et vous voyez qu'effectivement on est à plus du double encore aussi de la moyenne de la strate. Alors on va mieux comprendre tout ça tout à l'heure. Une petite aparté quand même effectivement sur la présentation à travers l'annuité de la dette. Ce que je voulais dire, je vous le concède, c'est une petite aparté électorale, mais nos challengers, effectivement, je dirais, dans leur réunion publique du 18 février, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, malheureusement, pour évoquer les sujets de la dette, n'ont évoqué que le seul montant de l'annuité par habitant. Donc, effectivement, ça semble pas trop inquiétant, sauf que ça n'a aucune pertinence pour évoquer, je dirais, la situation en termes de dette, puisque ça ne représente jamais que la charge annuelle de la dette, mais ça ne donne aucune indication sur l'importance de la dette. Alors je prends toujours pour illustrer, pour que tout le monde comprenne bien, un exemple simple. Imaginons qu'avec Bruno, on se rende le week-end prochain chez un concessionnaire automobile qui fait une opération commerciale avec un crédit gratuit et la liberté pour chaque acheteur de choisir la durée de son emprunt. Bruno achète une voiture à 15 000 € sur 5 ans. Il va rembourser 250 € tous les mois, 3 000 € par an. Et moi, je vais choisir un modèle à 75 000 €.
je vais le prendre sur 25 ans, ben, je vais rembourser 250 € par mois, 3 000 € par an. Donc on rembourse bien la même chose. Nos annuités sont identiques. Par contre, notre endettement, vous l'avez bien compris, n'a rien à voir l'un avec l'autre. Hein, puisqu'effectivement, au bout de 5 ans, Bruno ne doit plus rien, et au bout de 5 ans, moi je dois encore 60 000 €. Voilà, donc je regrette un petit peu effectivement qu'il n'ait pas été fait état de l'encours de la dette par habitant. Ça aurait été beaucoup plus éclairant, et bon, lorsqu'on déclare effectivement qu'il faut arrêter d'inquiéter avec la dette, et qu'on conseille aux électeurs de ne pas se laisser enfumer par l'agitation du chiffon rouge de la dette, considérée comme pas si importante que ça, je me demande un peu de quel côté est l'enfumage. Et effectivement, je réponds que mon sujet n'est pas d'inquiéter, mais de donner les clés de compréhension de la situation, des enjeux et de la réalité des marges de manœuvre. Voilà, alors ensuite on a 3 petites diapositives, simplement, je dirais, avec qui montrent bien rapidement, hein, avec des couleurs, la situation, donc l'évolution de la dette par habitant, l'évolution de l'annuité de la dette par habitant, et enfin la capacité de désendettement en année. Bon, les diapositives que M. Trégouet a faites, effectivement, sont tout à fait parlantes. Alors, maintenant, on va arriver effectivement à la partie la plus importante, qui est effectivement pour vous permettre de maîtriser et bien comprendre la situation. Parce qu'il faut, c'est regarder comment est constituée la dette de Malétroit. Un exercice auquel personne ne se livre en réalité jamais. Et c'est la seule information de nature à vraiment éclairer le contexte. Elle n'est pas disponible en ligne, il faut se donner la peine d'aller la chercher, mais elle est tout de même disponible. Donc voilà, la dette de Malétroit est composée de 19 contrats de prêt que nous avons classés avec Carole par année d'obtention. Donc vous voyez, effectivement, on a donc l'établissement financier, prêteur, la durée de l'emprunt, l'encours actuel, le taux donc au 31 décembre, le taux d'intérêt, le nominal emprunté, la date d'obtention et l'année de fin. Donc, vous voyez effectivement, vous pouvez voir, je ne vais pas le détailler, mais vous pouvez voir effectivement un petit peu à quoi ont servi l'ensemble des emprunts. Hein. En face de chaque emprunt, on a effectivement l'objet. Et pour les dernières lignes, effectivement, vous avez les investissements 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Sur la diapo suivante, vous aurez le détail, puisque là, effectivement, c'était des emprunts globaux qui ont été faits pour un certain nombre de réalisations. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a pratiquement 90% de l'encours actuel qui a été contracté après le décès de Maurice Mélois et jusqu'en 2013, en fait, hein, et non pas en 2014. Donc, effectivement, on va dire que la quasi-totalité de la dette est imputable au mandat qui a précédé le mandat de Malétroit Cité d'Avenir. Donc je pense qui effectivement a été un peu condamné à ne rien emprunter de plus. Donc la diapo suivante, vous voyez effectivement l'affectation des différentes enveloppes empruntées pour chaque année. Hein. Voilà, donc effectivement tout est fléché, on retrouve bien, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été faites, hein, ça on ne le conteste pas. Pour autant, quel constat on peut faire? Donc je dirais il y a 2 constats factuels. Le premier, c'est que, je l'ai dit, 80% de l'encours actuel effectivement a été contracté durant le mandat précédent, cette équipe. Et le deuxième constat, c'est que, comme je l'ai dit également, aucun nouvel emprunt n'a été souscrit durant le mandat qui s'achève. Alors, pour être précis et complet, il y a bien un emprunt qui a été fait pour la maison de santé, mais il s'agit d'un budget annexe. Donc la dette correspondante n'est pas affectée au budget principal de la commune, et ce budget annexe dispose de ses propres ressources issues des loyers. C'est ce qu'on appelle les emprunts, comment dirais-je, productifs. Voilà, merci. Donc il s'agit d'un emprunt de 600 000 € qui a été souscrit auprès du Crédit Agricole en octobre 2015, décaissé en mars 2016, avec un taux de 2,53% et une durée de 24 ans. Alors, au-delà de ça, il y a 2 constats majeurs et essentiels. Enfin, ensuite, effectivement, pour bien comprendre la situation. Le premier constat, c'est la durée des prêts. Hein, effectivement, donc cette colonne-là, où vous voyez qu'effectivement, la durée était de 20 ans jusqu'en 2005, jusqu'à la fin 2005, et elle est passée depuis 2006 à 30 ans, voire même une durée de plus de 40 ans pour un emprunt de 2007. Alors, cette durée très longue,
l'évolution de la durée, effectivement, ça a une conséquence particulièrement lourde, et encore plus actuellement pratiquement en l'absence d'inflation, c'est que la part des intérêts dans les remboursements est très élevée durant de nombreuses années, puisqu'on rembourse, vous le savez bien, peu de capital les premières années, mais principalement des intérêts. Ce qui explique en partie pourquoi le désendettement est si long et va encore durer longtemps. Deuxième constat majeur également, ce sont les taux. Les taux, donc vous voyez effectivement, c'est cette colonne-là, et vous constatez qu'ils sont élevés, et même plutôt plus élevés depuis 2008, malgré le contexte de baisse continue des taux durant la période, voire très élevés avec un taux de 5,17%, ici, pour un emprunt de 500 000 €, 5,17% pour un emprunt donc, à fin 2011, alors que le taux des obligations du Trésor à l'époque était de 2%. Alors, comment expliquer ces taux? Pour moi, il y a une seule explication, c'est l'appréciation du risque par les banques, puisqu'en règle générale, le taux reflète effectivement le risque que prend le prêteur. Pour illustrer l'impact des taux, une autre diapo, effectivement, vous voyez qu'avec un emprunt à 1 750 000, comme c'est une des lignes qu'il y a dans le tableau précédent, à 1% sur 30 ans, ça coûte 276 000 € d'intérêt. Le même emprunt à 4% sur 30 ans, c'est 1 257 716 € d'intérêt. 4,55 fois. Et vous voyez effectivement le poids des intérêts et le poids du capital. Donc évidemment, voilà, au départ, on rembourse peu de capital et c'est ce qui fait qu'évidemment, vous voyez qu'il faut quand même effectivement de très nombreuses années pour arriver à ce que significativement on se désendette. Alors, à ça, évidemment, la première question naturellement que chacun se pose, c'est est-ce qu'il n'est pas possible de renégocier ces emprunts à des conditions plus avantageuses et à la limite, pourquoi ça n'a pas été fait? Malheureusement, il faut savoir que le remboursement anticipé des emprunts à taux fixe est pratiquement, non pas impossible, mais sans avantage pour les collectivités. En effet, la loi pour les particuliers contraint les banques à ce que l'indemnité de remboursement anticipé ne puisse pas excéder au maximum 3% du capital restant dû avant le remboursement et sans pouvoir dépasser le montant de 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du prêt. Ça n'est pas le cas pour les collectivités pour lesquelles la loi ne prévoit pas ce plafonnement et ne permet pas le remboursement anticipé, sauf à payer à la banque des indemnités de remboursement anticipé équivalentes dans les faits à la totalité des intérêts de la durée restante, et le gain est donc nul. Et alors effectivement, si vous voulez le vérifier, il y a de nombreuses réponses, puisqu'en fait il y a beaucoup de parlementaires qui ont interpellé le gouvernement sur cette question-là, et les réponses sont toutes les mêmes, que qu'il s'agisse de Bercy ou du ministère de l'Intérieur. Il n'y a effectivement pas de gain financier possible pour les collectivités qui souhaitent renégocier des emprunts à taux fixe. Oui, justement une petite parenthèse. Je vais passer la parole à Christian et à Carole qui ont beaucoup travaillé, notamment Christian avec ses relations au niveau bancaire, sur la renégociation en cours de mandat. Nous avons essayé de renégocier. Oui, effectivement. Donc, le tableau que vous avez vu précédemment, c'est un tableau qui a été élaboré en 2016, justement pour rencontrer notre principale banque, qui est le Crédit Agricole, une première fois. Nous avons dû donc lister tous les emprunts avec leur affectation. Et ensuite, donc, nous avons rencontré donc, Arkea Crédit Mutuel, donc, grâce à Christian, qui va nous expliquer un peu. C'était juste pour vous dire que effectivement, la loi ne le permet pas, mais c'est pas faute d'avoir essayé. C'est-à-dire que pendant plus de 2 ans, nous avons sollicité en fait à la fois les banques qui avaient ces emprunts, avec lesquels on avait souscrit ces emprunts, ainsi que d'autres banques avec lesquelles nous avions des relations étroites pour voir s'il était possible en fait de transformer en fait ces emprunts et ou de les renégocier au niveau des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. Et vraiment, au bout de deux longues années, en fait, l'ensemble de ces partenaires financiers nous ont indiqué que malheureusement, il n'y avait pas de sortie possible en dehors du remboursement en fait total des prêts et ou du paiement de l'ensemble des annuités prévues par le contrat sans aucune remise de quelque sorte que ce soit. Donc en gros, pour ceux qui se posent la question de savoir si ces
ces emprunts ont fait l'objet d'une négociation ou de renégociation? La réponse est oui, mais la loi et ces négociations n'ont pas pu aboutir parce que les contrats étaient construits de telle sorte qu'il n'y avait pas de sortie intéressante pour la ville possible. Merci Christian, merci Carole. Merci. Oui, effectivement, j'ajouterais quand même qu'on peut simplement regretter que l'État, qui est quand même interpellé régulièrement, ne fasse pas pression sur les banques pour faciliter ces renégociations, alors qu'il a quand même montré qu'il était capable de primer la mauvaise gestion, puisqu'il a abondé un fonds de soutien aux collectivités qui ont souscrit des emprunts toxiques. Voilà. Donc il y a quand même eu quelques milliards d'euros qui ont été engloutis dans cette affaire-là. Je trouve dommage qu'on n'aide pas les communes qui ont géré correctement. Alors, effectivement, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si on fait abstraction de ces deux éléments clés, que sont la durée et le taux, comme c'est souvent le cas, ben, effectivement, on pourrait relativiser la situation de Malétroit et considérer que les choses ne sont pas si graves. Bon, malheureusement, vous avez bien compris qu'il faut aller plus loin et tenir compte de ces réalités. Et il faut que chacun ait bien conscience que si la commune s'était engagée dans un nouveau projet, un nouveau grand projet tel celui dont il était question, très beau projet d'une mairie rénovée pour 1 400 000 €, et Malétroit aujourd'hui serait sous tutelle de la préfecture, hein, puisqu'effectivement le réseau d'alerte du Trésor et de la préfecture a émis une alerte, a exigé un point à mi-mandat, au-delà au regard des taux de fiscalité élevés et de l'endettement à 2 fois la moyenne de la strate. Ce point a été repoussé à 2 reprises, mais s'est finalement tenu le 12 novembre 2018, et à l'issue de ce point, il a été confirmé à monsieur le maire que si le désendettement engagé n'avait pas été tenu, la commune aurait été placée sous tutelle en raison du dépassement des seuils de surendettement. Voilà, il est donc essentiel de comprendre qu'il n'y avait pas d'autre choix raisonnable que de faire avec les moyens disponibles, et ce sera encore le cas pour de nombreuses années. Si nos challengers indiquent que Malétroit retrouvera des capacités financières en 2026, pour autant, le capital restendu des emprunts qui seront terminés en 2026 ne représentera que 11,43% de l'encours de fin 2019. La réalité est donc plutôt encore moins souriante. Alors c'est difficile de regarder la réalité en face, mais c'est le prix à payer pour solder le passé et laisser des finances saines aux équipes suivantes qui auront effectivement la satisfaction de pouvoir réaliser à nouveau de grands et beaux projets pour Malétroit. Mais pour le directeur de mandat qui vient, il sera quand même possible de commencer à y travailler, à les esquisser, ce qui sera déjà une bonne chose. Voilà, donc c'est un petit peu long, mais je pense qu'on a posé un petit peu les éléments de compréhension de la dette. Donc maintenant, effectivement, on peut regarder un petit peu l'autre côté, l'autre face de la médaille, qui est effectivement les ressources de la commune. Donc effectivement, c'est d'abord, naturellement, les recettes fiscales. Donc si on regarde cet enjeu fiscal, bah, effectivement là j'ai simplement repris mes avis d'imposition depuis 1990, et j'ai constaté qu'il y a eu 3 marches de hausse. Hein, il y a eu une légère baisse en 91, et ensuite effectivement bah, il y a eu 3 marches de hausse. Une en 1996, avec une hausse de 26,15% de l'ensemble des taux d'imposition qui ont été portés donc à 11,24 pour la taxe d'habitation, 18,54 pour le foncier bâti, et alors le foncier non bâti, vous l'avez en dernière ligne. On a donc Malétroit 2011 49,42. Voilà, donc une deuxième marche en 2002, avec là encore plus 20,01%, hein, donc avec les taux qui donc évoluent de 20%. Et en 2012, il a encore fallu une nouvelle fois augmenter les impôts de manière significative, avec une marche à 14,97%. Donc, et aujourd'hui, nous sommes à des taux de 15,51 pour la taxe d'habitation, 25,59 pour le foncier bâti. Donc, eh bien, effectivement, à l'issue de la 3e marche, mais la fiscalité donc, de Malétroit est supérieure à la moyenne de sa strate, hein, donc les communes de 2000 à 3500 habitants, sur les 3 taux, respectivement de 3, 8 et 5 points. Alors, sachant qu'on a donc ajouté à tout ça en 99, il y a donc eu la redevance ordures ménagères, hein, qui aurait pu être également une taxe, hein, c'est la ROM ou la TOM, mais effectivement nous avions opté, j'étais au conseil municipal à l'époque, pour la redevance ordures ménagères. Ça permettait effectivement de ne pas afficher un alourdissement supplémentaire en termes de taxes, puisque c'est pas sur l'avis d'imposition des taxes d'habitation qu'on trouve la redevance.
Alors depuis 2011 également, plus récemment, donc la fiscalité intercommunale, qui est donc de 9,05% et sur la taxe d'habitation 0,393 sur le foncier bâti en 2019. Et qui d'ailleurs, Bruno, effectivement, je crois que ces taux donc, de fiscalité intercommunale viennent d'être votés en hausse pour l'avenir. Voilà, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, au Conseil communautaire. Donc les différentes taxes ont été augmentées. Donc Malais 3, les 3 délégués de Malais 3 que nous sommes, nous avons voté contre, en expliquant pourquoi. Parce que ça alourdit encore les taxes sur les ménages et les entreprises. Voilà. Tout à fait. Donc effectivement, vous comprenez bien avec ces éléments-là à nouveau qu'un alourdissement de la fiscalité, après une progression de 74% lors des 3 mandats précédents, diminuerait effectivement l'attractivité de la commune et constituerait un prélèvement supplémentaire sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc ça n'est raisonnablement pas envisageable. Et donc Malais 3 Cité d'Avenir 2020 renouvelle son engagement de ne pas y recourir. Alors la seconde recette significative des communes, ce sont les dotations de l'État. Et donc on va jeter un œil sur leur évolution. Donc effectivement, vous voyez qu'elles ne cessent de diminuer depuis 2014. Donc effectivement, et on a perdu donc en fait entre 2014, donc entre 2013 et 2019, les concours de l'État ont diminué de 137 000 €, soit une diminution de 28%. C'est même encore un peu plus si on partait de 2014, ce serait moins 146 000 €, puisqu'en fait, il y avait un peu plus de dotations en 2014. Donc, alors là, effectivement, cette baisse des dotations, il y a, je dirais, l'explication, en fait, ça vaut pour toutes les communes, c'est pas propre à Malais 3 du tout. Ça reflète la tentation constante de l'État de transférer des compétences et puis ensuite de revenir sur les compensations et les dotations aux collectivités. On peut d'ailleurs s'inquiéter de ce qui adviendra en termes de taxe d'habitation, puisque, bon, effectivement, elle va disparaître et elle va être compensée pendant 2 ans. Ensuite, effectivement, on risque de voir de nouveau, effectivement, cette tentation de rogner un peu sur l'évolution des compensations, et ce sera toujours très tendu pour les collectivités. Voilà, donc, le cadre général est posé. Ce qu'il faut maintenant, évidemment, c'est que chacun comprenne bien que c'est dans ce contexte-là qu'a dû s'inscrire la gestion du mandat qui s'achève. Et pour autant, l'équipe vous l'a démontré, les réalisations ont été importantes, mais elles ne relèvent pas seulement de dépenses, elles relèvent aussi et beaucoup du travail considérable du maire et de chacun des conseillers. Alors, pour terminer, effectivement, on pourrait peut-être illustrer rapidement quand même ce qui a été fait durant le mandat sous l'angle financier. Et là, le constat qu'on peut faire est le suivant. C'est que concernant la section d'investissement, la moyenne annuelle des dépenses d'équipement, donc éclairage public, voirie, église, acquisition de matériel, de 2014 à 2019, c'est en moyenne 365 000 € par an, soit un total de 2 190 000 € durant le mandat. Le déficit moyen de la section d'investissement était de 145 000 €, ça veut dire que la ville a financé en moyenne annuelle sur le mandat qui s'achève, et sans emprunt, 220 000 €. Et pour terminer, si on fait un petit point sur la situation en fin de mandat, eh bien effectivement on voit que sous réserve de la clôture des comptes 2019 devrait dégager un excédent de fonctionnement de 246 000 €. Comme il n'y a plus de report d'une année sur l'autre de cette section, l'excédent viendra abonder la section d'investissement du budget primitif 2020, et Malais 3 disposera donc, au titre de l'autofinancement pour 2020, ces 246 000 € auxquels s'ajouteront 8 000 €. Pour être clair, 2019 sera le premier exercice depuis 2013 à dégager une section d'investissement en excédent, puisque, on le disait tout à l'heure, le déficit moyen des 6 derniers exercices était de moins 150 000 €. Alors, ça paraît encourageant. Pour autant, je vais malheureusement être encore un peu rabat-joie, parce qu'avec cet excédent, il faudra rembourser le capital de la dette, qui est de l'ordre de 165 000 € pour 2020, et puis honorer les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses engagées par devis signé en 2019, à payer en 2020, soit environ 85 000 € pour la chapelle Sainte-Anne, du matériel pour les espaces verts, etc., desquels on peut déduire environ 10 000 € de subventions restant à percevoir. Et une fois ce calcul fait, l'enveloppe disponible provisoire pour les nouveaux projets en 2020 ressort à 6 000 €.
Voilà, donc cette très faible marge de manœuvre, eh bien effectivement il faut l'appréhender également avec les risques et incertitudes qui pèsent sur la commune, à savoir la situation financière et les projets du syndicat intercommunal de groupe scolaire public, la situation financière du centre communal d'action sociale, la politique intercommunale, donc notamment la question du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Difficile d'ignorer également que l'Oust-à-Brocéliande communauté va probablement avoir besoin de faire contribuer davantage les communes plus qu'elle ne pourra les soutenir. L'incertitude ordinaire sur l'évolution des dotations de l'État, etc., etc. Donc, si on veut éviter que les dépenses d'aujourd'hui ne deviennent les impôts de demain et la dette d'après-demain, eh bien, il va falloir trouver des compromis économiques, sociaux, environnementaux, fiscaux, et entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'il va être possible de faire. C'est-à-dire définir ensemble les projets nécessaires à l'intérêt général, réalisables et supportables en termes d'impôts. Donc ce sera l'objet de la suite de la réunion, au cours de laquelle vont vous être présentés les projets de l'équipe, qui n'en sont pas moins nombreux, structurants et enthousiasmants pour l'avenir. Mais en conclusion, je voudrais simplement dire qu'aucune équipe ne changera l'eau en vin et qu'il convient que chacun, en responsabilité, relativise ses projets et ses promesses. Merci de votre attention. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup. Philippe qui vient de nous expliquer, de vous expliquer dans quel contexte nous avons dû composer durant ce mandat. Mais sachez que nous avons composé et nous avons travaillé et nous avons investi avec des emprunts, des investissements productifs tels que la maison de santé pluridisciplinaire, et nous continuerons, si vous nous faites toujours confiance, nous continuerons à investir dans ce qu'on appelle des projets productifs, avec notamment la maison de santé de spécialistes et bien d'autres choses, et aussi en continuant à autofinancer les travaux de Malétroit et l'aménagement. Merci. Donc les dossiers concernant la santé pour le prochain mandat, si vous nous renouvelez votre confiance, ça va être donc de terminer la restructuration de notre établissement de santé médico-sociale qui est donc transformé en EHPAD, où il faut signaler aussi la collaboration avec la clinique des Augustines, puisqu'on y a créé une unité cognitivo-comportementale pour recevoir les patients atteints de pathologies neurodégénératives, dont la maladie d'Alzheimer, les patients présentant des troubles de comportement sévères. Et il faut souligner que c'est une unité qui est unique dans le département, puisque c'est la seule que l'ARS a reconnue sur notre territoire. Le projet que nous vous proposons va être certes ambitieux, difficile, mais réaliste. Ce sera celui d'ancrer Malétroit dans l'avenir en termes de santé, car comme vous le savez, on a près de 500 personnes, directement ou indirectement, qui travaillent dans le domaine de la santé, et il nous a paru indispensable de compléter l'offre de la maison de santé actuelle avec une offre des spécialistes. Nous avons donc essayé, dans la mesure du possible, de faire venir le maximum de spécialistes qu'on pourra, avec un projet qui sera construit sur le même modèle, c'est-à-dire à savoir un investissement productif qui ne viendra pas alourdir l'endettement de Malétroit. Ce projet de maison de santé est étudié depuis environ 2 ans avec des spécialistes du domaine, un architecte, et nous avons également contacté plusieurs professionnels pour rendre ce projet crédible, notamment auprès de l'ancien directeur de l'ARS qui nous avait encouragé dans ce sens. Voilà le projet que Malétroit Cité d'Avenir vous propose dans le domaine de la santé. Merci Jean-Paul. Maintenant, je vais à nouveau passer la parole à Carole, qui va vous présenter les projets, son projet de l'équipe Malétroit Cité d'Avenir 2020-2026. Merci Bruno. Juste un petit focus sur les finances pour la prochaine mandature. Et c'est vrai que mon souhait et le souhait de l'équipe, c'est toujours de désendetter la ville et continuer donc à investir en autofinancement et bien entendu donc diminuer encore les dépenses comme nous l'avons fait donc 2014 à 2020. L'autre projet en plus donc de la maison de santé, c'est la création d'une maison des associations à Malétroit, d'une nouvelle maison des associations,
puisque actuellement donc, nous avons des bâtiments communaux, notamment donc, le bois pivet et donc, la maison à la Dauphrène, qui donc ne correspondent plus aux souhaits donc, des différentes associations. C'est vrai qu'elles sont très énergivores. Au niveau donc, accessibilité, donc elles sont très difficiles pour les PMR. Et donc nous souhaitons créer une nouvelle maison des associations qui soit éco-responsable et accessible à tous, que ce soit donc associations sportives et culturelles, puisque bon, au niveau de l'équipe, on le sait tous, que donc, les associations à Malétroit sont une force. C'est la force vive de la commune et du pays de Malétroit. C'est pour ça que nous leur devons donc, une nouvelle maison des associations, et ce sera donc notre grand projet également pour 2020-2026. Merci. Merci Carole. En plus, voilà, c'est donc le deuxième projet qui se fera sur les 6 ans. L'idée, c'est justement de faire une consultation auprès des jeunes de Malétroit pour définir donc une nouvelle ère multi-activités sportives sur un des sites sur Malétroit. Voilà, ça sera une participation des jeunes, qui est une sorte de référendum. Enfin, on proposera trois activités et 3 installations. Voilà, merci. Merci Carole. Et maintenant, je vais demander à Christian d'intervenir dans le domaine de l'économie. Économie et entreprise. Donc, dans ce domaine-là, en fait, Malétroit a beaucoup évolué au cours des 6 dernières années, et ce que nous avons vu, c'est qu'il a été très important de redonner un petit peu de vitesse à la ville de Malétroit. Et donc cette vitesse a été donnée dans beaucoup de secteurs et beaucoup de sujets, depuis la culture, en fait le commerce, l'artisanat. La nurserie numérique en fait a permis aussi d'apporter une image plus moderne à cette ville qui a beaucoup d'atouts du point de vue patrimonial et architectural, en fait aussi un côté moderne. Et ce qui arrive à la ville de Malétroit actuellement, c'est plusieurs éléments structurants intéressants et porteurs, qui sont la piscine intercommunale, qui sont la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire, qui sont des éléments attractifs, mais maintenant arrive au printemps prochain le très haut débit qui va arriver à Malétroit pour l'ensemble de la population et donc pour les entreprises. Et nous pensons que tous ces éléments-là en fait constituent suffisamment d'éléments positifs pour que nous commencions à faire la promotion de la ville dans des salons professionnels, et donc avec la communauté de communes à essayer d'attirer sur le territoire de Malétroit ou des communes limitrophes de Malétroit des PME et des ETI. Donc c'est ce à quoi nous allons travailler, parce que c'est une autre façon aussi, je dirais, de faire progresser la ville, dans le sens où tous les soucis de budget dont nous avons parlé tout à l'heure, en fait, avec Philippe, et ce qui a été le contexte du développement de la ville, en fait, peut être modifié de manière assez rapide par l'arrivée d'entreprises ou de PME ou d'ETI. Donc nous y travaillerons, en fait, si vous nous redonnez votre confiance, nous y travaillerons pendant tout ce mandat. Voilà, merci. Merci Christian. Maintenant, je vais parler au nom de Catherine. Catherine, comme je vous le disais, qui est absente ce soir, Catherine Lelièvre. Donc, nous avons, avec Catherine, travaillé beaucoup autour du commerce, de l'artisanat et aussi du logement. Il faut savoir que lorsque nous sommes arrivés en 2014, nous avons finalisé l'achat des terrains du domaine de la Croisée d'Eau, et ensuite nous avons lancé la commercialisation. Donc 25 lots qui ont été vendus très rapidement, puisque nous n'avons plus rien de disponible sur le domaine de la Croisée d'Eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange de la population, c'est-à-dire que nous avons sur ces 25 lots des jeunes retraités qui arrivent à Malétroit, et nous avons aussi des jeunes ménages ainsi que des jeunes célibataires. Donc c'est intéressant, cette mixité du logement à Malétroit. Vous le savez, le SCOT, aujourd'hui, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du pays de Ploërmel, a été adopté, et pour plusieurs années, et il va réglementer
le développement des logements sur les communes de notamment l'OBC, le l'Oust-la-Brocéliande Communauté. C'est pourquoi l'équipe devra lancer la révision totale et rapide du PLU. C'est-à-dire que nous avons 2 ans pour mettre en phase avec le SCOT le plan local d'urbanisme. Ce qui permettra de bien travailler sur différents lotissements qui pourront être réalisés à Malais-III. Nous avons d'ailleurs depuis quelque temps d'excellents contacts avec des promoteurs, des privés qui souhaitent investir à Malais-III dans des lotissements. Mais aussi, nous avons une chance formidable avec ce SCOT. C'est que dans le centre-ville de Malais-III, il n'y a aucune limite. Nous pouvons développer les logements, les appartements, les studios à volonté. Et ça, c'est une aubaine pour l'avenir, le développement de Malais-III. C'est pourquoi nous travaillons déjà depuis quelque temps avec aussi beaucoup de promoteurs, aussi bien avec des privés que aussi du public, et nous avons de belles pistes pour les années à venir. Donc voilà en ce qui concerne le logement à Malais-III, et je vais maintenant passer aussi en matière de commerce. En matière de commerce, le projet de Catherine, c'est de faire la promotion, continuer à faire la promotion des commerçants, des artisans et du tissu économique de Malais-III. Faire une promotion notamment dans les réseaux, sur les réseaux, mais aussi dans les radios, sur les télés locales, régionales, etc. Donc ça, c'est un bon plan de communication pour toujours développer l'attractivité de la ville de Malais-III. Maintenant, je vais donner la parole à Viviane Kervazo, qui va intervenir dans le domaine de l'écologie. Ma sensibilité, moi, est tournée vers la protection de l'environnement et la problématique du climat. Donc, ceci touche tous les domaines qui ont été présentés par mes colistiers, l'habitat, le déplacement, consommer, travailler. Donc, c'est vrai qu'on doit aller vers un devenir éco-responsable et puis tourner vers une économie circulaire. Suite à ma participation à la Convention citoyenne pour le climat, je voudrais apporter mes compétences en regard de ces nouvelles exigences pour nos enfants. Merci. Voilà, parce que je crois que dans la Convention citoyenne, au niveau national, vous êtes combien? Nous sommes 150. Bien. Nous avons tous été tirés au sort. Et il nous reste deux sessions encore après ce travail. Merci Viviane. Merci bien. Maintenant, je vais passer la parole à Yanis. Yanis qui s'occupe de la culture. Merci. Eh bien, écoutez, côté culture, on va continuer à faire la promotion des artistes locaux, comme on le fait depuis 6 ans, au passe-temps notamment, mais à l'extérieur également. On va également continuer de travailler avec les associations locales, parce que c'est très important, on les accueille toutes. Je ne vais pas vous dire qu'on va faire un grand projet de salle de spectacle, parce que le contexte financier ne nous le permet pas. On a décidé avec l'équipe, et notamment avec Carole, qui doit être par ici, qu'une maison des associations, c'était notre priorité. Ça concerne également la culture, donc je trouve que c'est une bonne chose, c'est un projet qu'on va porter ensemble. Concernant le futur, l'enjeu, je dirais, sera de sortir. On s'est concentré beaucoup sur le passe-temps depuis 6 ans. C'était nécessaire, je pense, et on a, il me semble, réussi un peu notre pari. L'enjeu, ce sera de sortir des murs du passe-temps, en travaillant toujours avec les associations locales, de préférence, mais également de plus loin, et pour organiser des événements culturels et artistiques majeurs. Notamment, nous avons l'ambition d'organiser un festival visuel, on va dire audiovisuel, qui sera sûrement articulé autour du clip audiovisuel. J'en dis pas plus pour le moment parce que des idées on en a beaucoup.
mais elle se matérialise quand même bien dans celle-ci qui nous permettra d'exploiter un lieu emblématique de Malétroit qui est le cinéma. Merci. Merci Yanis. Maintenant, je vais passer la parole à Michel Sauter-Lebel. Oui, donc moi, je vais poursuivre, si nous sommes à nouveau élus, j'aimerais bien poursuivre aussi au niveau de la démocratie participative, qu'on voudrait qu'elle devienne active, en fait, puisque jusqu'à maintenant, nous avons donc fait toutes nos réunions de quartier, nous allons donc poursuivre effectivement cette démarche qui est très importante, et on voudrait impliquer encore de plus en plus nos référents, en les invitant notamment à des réunions avec notre exécutif sur les problématiques de leur quartier spécifique. Et nous voudrions aussi inclure des personnes qui ont des connaissances spécifiques reconnues et validées, de manière à ce qu'elles participent avec nous à des commissions, les commissions sécurité, environnement, enfin, celles qui les intéressent particulièrement, et elles pourront nous amener leur expertise et leur expérience. Autrement, un autre projet qui me tient à cœur, dans le même titre que celui de la réserve communale de sécurité civile, on voudrait créer une réserve communale de solidarité et de veille citoyenne. En fait, dans le même esprit de venir en aide à la population, comme on le fait avec la réserve actuelle, on mettrait un accent un petit peu plus important sur des partenaires que l'on aurait, des écoles. Nous avons déjà pris contact avec des écoles qui sont dédiées plus spécifiquement à l'aide à la personne, et à partir de ce principe, on voudrait apporter toutes les aides possibles à la population, qu'elle soit isolée, qu'elle soit en difficulté ou autre. Donc on ferait appel à une équipe de 20 à 25 personnes à peu près, et notamment une équipe qui serait très diverse, puisqu'on voudrait y inclure beaucoup de jeunes si possible. Voilà. Merci Michel. Maintenant, je vais passer la parole à Alain Brogard, avec Yvette l'Hôpitalier. Je vous donne tous les deux le micro. Merci Bruno. Donc moi j'ai deux projets principaux, c'est-à-dire donc le lotissement de la Croisée d'Eau. Donc là, comme l'a dit tout à l'heure Bruno, ce lotissement a été donc commercialisé en un temps quasiment record. En 9 mois, tous les lots ont été vendus, 25 lots ont été vendus. Maintenant, donc, il va falloir penser donc, à la voirie de ce lotissement. Donc ça fera partie donc, du prochain mandat, si vous nous faites confiance, bien sûr. Et justement, je profite de cette transition en fait, pour pouvoir parler aussi des voies douces. Donc à partir du lotissement, comme par exemple de la Croisée d'Eau, et donc réaliser des voies douces pour amener donc, les gens en toute sécurité vers le centre-ville, de manière à ce que on puisse marcher en famille de tous les faubourgs de Malétroit. Là j'ai cité la Croisée d'Eau, mais ça peut être aussi Parenton, peu importe. Mais donc pour venir vers le centre-ville en toute sécurité et ainsi pouvoir donc même développer les commerces à partir de ces voies douces en fait qui nous amèneraient donc vers le centre-ville. Voilà, et voilà donc. Alors moi je rajouterais quelques mots avec Alain. En étant dans l'association de la FNAD, la Fédération Nationale des Handicapés de la Vie, par maladie ou accident, j'aimerais qu'on nomme un référent, justement, qui soit acteur au niveau pour accélérer les personnes à mobilité réduite, que ce soit personnes à mobilité réduite, personnes âgées avec leur sac à main, parents avec les poussettes, donc voilà. Donc moi j'aimerais qu'on accélère beaucoup. Oui, merci. Merci Yvette. Et encore Yvette. Merci Alain. Merci Alain. Encore oui, Alors merci, donc là je vais vous lire mon petit texte. Alors, si vous nous renouvelez votre confiance, je souhaiterais être référente pour la propreté de notre petite cité, en collaboration bien sûr avec les référents de quartier.
Pour moi, c'est une tâche de chaque jour, afin d'offrir aux Malestroyens et aux visiteurs une ville propre et accueillante. Il est du pouvoir de chacun, civisme, habitants, commerçants, jeunes ou moins jeunes, dans le respect de l'autre, et aussi du travail accompli par nos conseils, par nos agents municipaux, qui œuvrent toute l'année. Une ville propre et agir tous ensemble. Merci beaucoup Yvette, et c'est très important ce que tu viens de dire au niveau du civisme et de la propreté. Alors, maintenant je vais passer la parole à Vincent qui va nous parler du tourisme. Merci Bruno. Alors, donc, l'idée de poursuivre déjà la dynamique touristique engagée au sein de Malais 3, et tout en ayant en ligne de mire en fait le développement d'un tourisme durable, à savoir une augmentation de la récurrence de nos visiteurs. En projet majeur, nous avons donc le développement d'une base fluviale sur laquelle en fait on souhaite attirer un certain nombre de touristes dits fluviaux, avec une mise en gestion de cette base, ce port fluvial que l'on souhaite mettre en évidence et surtout en attrait touristique supplémentaire pour Malais 3. Merci Vincent. Merci beaucoup. Et maintenant, voici venue l'heure de la conclusion. Je tiens à nouveau à remercier toute l'équipe de Malais 3, Cité d'Avenir 2020. Merci pour cette force, cette équipe, et sachez que si, à nouveau, vous nous faites confiance pour l'avenir de notre magnifique cité millénaire et de caractère de Malais 3, eh bien venez nombreux dès le dimanche 15 prochain, 15 mars, venez nombreux nous prouver votre confiance. Merci et à très bientôt.